Bonjour, donc je vais vous présenter la yoga thérapie. Donc j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de yoga thérapie. Ça serait un peu normal parce que c'est en même temps très ancien, millénaire, mais tout nouveau en France en tout cas, ou tout du moins très récent sur le plan hospitalier et le plan médical en tant que thérapeutique et pas en tant que pratique de complémentaires dans les soins, c'est-à-dire du yoga, qui serait détente et pratique complémentaire. Donc je vais vous faire une petite présentation d'abord de mon parcours. Je suis médecin hospitalier, praticien hospitalier. J'étais anciennement chef de service des urgences pendant très longtemps dans de nombreux services d'urgence en France et spécialisé surtout en médecine de catastrophe. Et c'est ainsi que depuis tout mon parcours, quasiment depuis le début de mes études de médecine, je me suis intéressée à la douleur de fait, plutôt dans les douleurs aiguës. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il n'y avait pas que les médicaments dans la prise en charge de la douleur. Après, j'ai fait partie de la Société française de médecine d'urgence et j'ai fait partie de la commission qualité et on a travaillé sur la prise en charge des douleurs, de savoir comment l'améliorer en urgence, en fait, dans la prise en charge en urgence, puisqu'il y a du travail à faire, comme peut-être vous l'avez certainement, ou tout à chacun, on l'a constaté dans la prise en charge des douleurs. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé énorme entre ce qu'on nous apprenait à la faculté, entre toute la théorie de la prise en charge de la douleur et le vécu de la douleur, autant par le patient que par le médecin qui s'occupe de la douleur, avec quelque chose qui était pas parallèle, en fait, dans les sensations et dans le ressenti. Et je me suis mis en quête de recherche d'une formation complètement loufoque, entre guillemets, ou tout du moins différente, de manière à avoir un point de vue complètement décalé. Et il y a 6 ans maintenant, pas plus, alors que je pratiquais pas le yoga, je me suis inscrite à une formation sur 2 ans de yoga thérapeutique. Et complètement, il n'y a pas vraiment de hasard, hein, et au bout de 2 week-ends de formation, je l'ai ressenti dans mon corps. Moi qui ne faisais pas de yoga et je pratiquais énormément de montagne et d'escalade, j'ai ressenti quelque chose de très particulier qui se déclenchait au niveau sensation corporelle. Et je l'ai rapidement introduit dans ma pratique quotidienne aux urgences pour essayer de tester chez les patients. Et ensuite, j'ai ouvert la première consultation yoga thérapeutique pour la prise en charge de la douleur en milieu hospitalier en France en juin 2012. J'ai commencé avec 4 patients. Maintenant, je suis à plus de 400 patients nouveaux, plus de 1800 consultations. Et j'ai abandonné les urgences il y a maintenant 1 an et demi pour me consacrer uniquement à la prise en charge de la douleur. Donc je me suis reconvertie, j'ai présenté un dossier à l'hôpital. Voilà, le directeur a été content. J'ai pas changé d'hôpital et je fais que la douleur avec une partie yoga thérapeutique. Donc je prends en charge de manière classique la douleur et aussi yoga thérapeutique. En même temps, j'ai voulu bien cadrer ce travail parce que ce n'est pas vraiment reconnu, mais les patients ont commencé à le reconnaître de manière sérieuse. Et donc, j'ai finalisé avec un DU de médecine, méditation et neurosciences à Strasbourg. Et j'ai finalisé aussi avec un DU d'algologie, bien sûr, pour cadrer le tout. Donc, je vais vous présenter, dans le cadre de ce qui du sujet de la journée un petit peu, donc sur la douleur, c'est quand même ma spécialité au niveau yoga thérapeutique, donc c'est un peu plus facile. Mais aussi dans le cadre un peu de pathologie complexe, puisque en consultation douleur, moi je ne vois quasiment que des patients complexes depuis le début, puisque les premiers patients m'étaient adressés par mes confrères hospitaliers en disant, de toute manière, on ne sait pas ce qu'on va faire de ces patients-là, à défaut de leur faire du bien, ça leur fera pas de mal. C'est comme ça que j'ai commencé, et puis petit à petit maintenant, c'est plus du tout la même musique. Alors, place du yoga thérapeutique. Alors, bon, on va faire quelques petits rappels, et en particulier le vocabulaire, parce que c'est intéressant de parler de la même chose. Bien évidemment, on peut mettre des définitions différentes et plus ou moins détaillées, mais je vous expose mon vocabulaire, si je puis me le permettre. Donc, la nociception, déjà, c'est les mécanismes physiologiques de transmission de la douleur. La douleur, vous le savez, depuis le début, c'est la sensation ressentie, donc l'humain ressent, ou l'animal, que le vivant en tout cas ressent. Et c'est une expérience, la douleur, qui est globale. Donc toute médecine ou toute prise en charge de la douleur devrait être globale a priori.
La souffrance, donc on l'a vu un peu plus ce matin. Les Anglais, ils l'appellent total pain. Moi, je trouve que ça parle bien. C'est pour ça que je le mets en traduction. C'est donc l'intégration de cette douleur avec une dimension émotionnelle, cognitive et sociale. Puis souvent, on parle de la douleur, mais on ne parle pas toujours de la santé, on ne parle pas du bien-être. Donc, c'est quoi la santé ? Il y a une définition de l'OMS. En résumé, elle est quand même assez longue, je vous ai fait un résumé. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. On peut être en bonne santé en ayant mal. En résumé. Bien-être. C'est un sentiment général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Donc, on peut avoir une sensation de bien-être en ayant des douleurs, puisqu'on peut rentrer dans la définition du bien-être tout en étant douloureux. Donc, on en revient un petit peu au sujet de ce matin. Il n'y a pas d'opposition à avoir entre une douleur et une sensation de bien-être ou une sensation de santé. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on n'est pas forcément en santé pour profiter de la vie, en résumé. Et alors, la yoga thérapie, j'ai quand même une petite définition. C'est une méthode, comme la méditation ou comme l'hypnose, qui est reproductible en plus, qui est diagnostique, qui est thérapeutique par définition, et qui est corporelle globale. Donc la douleur, je n'en reviens pas sur les définitions, je pense que depuis ce matin, vous l'avez bien entendu. Néanmoins, ce qui est intéressant de toujours avoir en mémoire en yoga thérapie, c'est que cette douleur, bien sûr, elle est liée à une atteinte physique, en tout cas qui a eu lieu un jour, à un moment donné, même si elle n'existe plus au moment où vous l'avez, mais c'est une mémoire de cette douleur, et donc elle est liée à la conscience. La douleur, elle met en jeu les récepteurs, qui sont présents dans tout l'organisme, la peau, les organes, les muscles, et je dirais aussi dans les zones entre guillemets dites vides de notre collègue acupuncteur. Des nerfs, bien sûr, qui conduisent l'information, ça vous l'avez vu, et donc qui conduisent l'information essentiellement donc, vers la moelle épinière, comme vous le savez, la corne dorsale, puis le cerveau, toutes les régions du cerveau qui sont ciblées dedans, en particulier celles qui sont responsables des émotions, le cortex cérébral, le fameux hypothalamus dont on a parlé ce matin, l'amygdale cérébrale, pas les amygdales de la gorge, donc les deux amygdales cérébrales très importantes, et bien sûr les neurotransmetteurs de la douleur, entre toutes ces zones et toutes ces parties, ce sont les neuromédiateurs, dont les médiateurs de l'inflammation en font partie. Alors la transmission douloureuse, en résumé, il y a 3 étapes. L'élaboration de l'influx au niveau des nocicepteurs, donc c'est-à-dire des petits capteurs, les relais et la modulation, donc tous les relais qui soient médulaires, c'est-à-dire centraux. Médulaires et cérébraux, c'est les relais centraux. Donc il y a des relais qui notent la douleur, mais qui aussi la modulent instantanément. C'est-à-dire que dès que la douleur arrive quelque part, j'ai une modulation pour essayer de la diminuer. Ça, c'est automatique, si je puis dire. Et puis l'intégration au niveau du cerveau, qui le transforme en message conscient. Et comme vous le savez, c'est là où on prend conscience qu'on a mal et que c'est douloureux. Donc les fameux relais thalamiques, donc je vous avais remis ça en schéma, parce que c'est quand même les zones les plus importantes et c'est là où nous allons agir. Alors je dirais en yoga thérapie bien évidemment, mais c'est bien valable aussi pour la méditation et pour l'hypnose, puisque de toute manière c'est à peu près la même chose comme vous allez pouvoir le voir. Ensuite, il y a l'influx de la douleur, comment il monte, et puis bien sûr, il y a les systèmes inhibiteurs, on vous en a certainement parlé ce matin, le professeur Perrault, j'imagine. Les principaux, c'est le get control. Important dans le get control, c'est-à-dire le premier témoin, le premier modulateur au niveau médulaire. Très important, c'est qu'il est sensible au toucher. Et dans la douleur, et dans un corps humain, le toucher, et dans beaucoup de pathologies chroniques, c'est fondamental, le sens du toucher, qu'il soit superficiel ou profond. L'inhibition centrale, donc avec les réponses descendantes qui viennent du cerveau. Vous me dites, si vous voulez que je détaille, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. En particulier, donc, les fameux neuromédiateurs que l'on utilise énormément et dont je vais vous reparler après en yoga thérapie, c'est la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine. Et puis, bien sûr, les systèmes inhibiteurs de la douleur. Il y a aussi le frein endocrinien, que lui, vous connaissez certainement beaucoup et dont on parle souvent. C'est le fameux frein, la sensibilité au stress et la réduction du stress. Donc, quand on diminue le stress, on agit essentiellement, mais pas que, sur ce fameux frein endocrinien.
et donc les sécrétions d'endorphines. Donc ça, c'est un beau schéma pour vous montrer que c'est complexe, parce que voilà, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas des trucs complexes aussi. Et alors voilà, la douleur. Et puis là, on va dire la fameuse corne postérieure de la moelle, où là, le message douloureux, il est instantanément analysé et où déjà on peut envoyer des substances, enfin le corps envoie déjà des substances pour moduler la douleur, y compris diminuer l'inflammation si c'est une cause inflammatoire essentielle. Puis en même temps, ça monte directement au thalamus, puis au centre supérieur, c'est-à-dire cortex. Et à chaque niveau, comme vous pouvez le voir, il y a de nouveau un contrôle descendant. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez compliqué, à tous les étages du système nerveux central, et avec les fameux neuromédiateurs. En particulier, j'aime beaucoup le 5-HT, qui est le précurseur de la sérotonine. Alors, en clair, j'ai essayé de vous faire un petit résumé avant d'entamer vraiment la partie yoga thérapeutique. Imaginons que vous soyez piqué par une abeille. Donc celle-ci, ça va faire un petit résumé de ce que vous avez vu depuis ce matin. Celle-ci provoque une inflammation locale et vous vous frottez, ça fait mal. Et alors, bien sûr, les fibres nerveuses ont informé directement qu'il y a eu une attaque. Elles envoient déjà des processus pro-inflammatoires pour diminuer l'inflammation et pour traiter l'éventuelle réaction que votre corps y pourrait avoir. Vous frottez, ça diminue un petit peu localement la douleur, mais ça ne fait pas grand-chose. Et la sensation, par contre, douloureuse globale, dépend de toute votre histoire et de tout votre ressenti que vous avez eu avant. Et c'est là où le côté émotionnel et cognitif intervient beaucoup. Alors j'ai imaginé plusieurs scénarios. Le premier, c'est je suis apiculteur, ou vous êtes apiculteur, vous adorez les abeilles et il fait très beau, vous êtes joyeux, vous allez rencontrer votre petit ami ce soir. Donc vous n'avez pas du tout envie d'avoir mal et vous n'avez pas du tout envie que ça se passe mal. Mais donc le cerveau, là, ne souhaite pas que cette piqûre que vous avez eue et que cette inflammation modifie quoi que ce soit. Donc il va agir et exercer un discret contrôle inhibiteur sur le lobe frontal. Donc là, tout ça, c'est bien détaillé. Il y a eu plein de recherches et de publications faites là-dessus. Un léger contrôle stimulateur qui interagit avec l'environnement. Et puis, il y a donc une diminution sensible de la douleur, voire même une disparition de la douleur et même une disparition rapide de l'inflammation locale. Le scénario numéro 2, c'est dans mon enfance, j'ai été agressée par des maladies chroniques. J'ai été souvent hospitalisée, j'ai eu de nombreuses piqûres. J'ai donc la phobie des piqûres et des injections. Là, c'est le mécanisme que l'on peut comprendre qui est complètement inverse. Et là, la piqûre d'abeille, elle va plutôt être sentie comme douloureuse et désagréable. Le scénario 3, a priori, je suis normale. Je dis a priori. J'ai pas de phobie, j'ai pas eu de contraintes, je suis pas amoureux, j'ai pas de joie particulière et je suis pas apiculteur. Je suis censée être neutre sur le plan émotionnel. Oui, mais voilà. Au fond de moi-même, mon amygdale, elle est plus sensible. Mes amygdales là-haut, là, elles sont plus sensibles que la norme. Au niveau génétique, j'ai une sensibilité plus importante. Elles sont beaucoup plus actives et donc elles vont réagir à ce danger, puisque essentiellement l'hippocampe, les amygdales, l'hypothalamus, en fait les noyaux gris centraux, ça fait partie du cerveau limbique et du cerveau reptilien, en résumé, qui nous permet d'interagir avec notre environnement depuis que l'on est sur Terre, nous, humains, voire vie animale, et ce qui nous permet notre survie. Donc si mon amygdale, elle est plus archaïque que ce que voudrait ma société dans laquelle je vis, elle va réagir de manière plus violente et je vais avoir un sentiment, une sensation de douleur et même des processus inflammatoires beaucoup plus développés. Mais ça, c'est hors de mon contrôle. C'est pas mon contrôle conscient, c'est mon cerveau archaïque. Donc là, on passe dans le côté archaïque et plus conscient, plus volontaire. Ça vous fait penser à quelque chose. Le scénario 4, j'en ai marre d'avoir mal. Et puis, on me parle d'un médecin algologue qui est yoga thérapeute. J'y vais. Et je débute sans même savoir ce que c'est, parce que je ne crois pas du tout à ce genre de méthode. Et ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on va agir sur le renforcement des gate control, donc l'action directe de la transmission et de la modulation de l'influx douloureux. Ça a donc une action médulaire et cérébrale centrale. Ça diminue également les processus de l'inflammation. Ça gère
l'éco-émotionnel du stress. Et en plus de ça, il y aura une petite approche nutritionnelle, donc vraiment une prise en charge globale. Yoga thérapie, donc, je dirais, c'est une approche multimodale, unidisciplinaire, c'est-à-dire avec une seule catégorie, on fait plein de choses, un petit peu, méditation, relaxation, comme vous allez le voir, mais en fait, c'est les autres qui ont piqué au yoga des points bien particuliers. Je ne vais pas vous faire le cours du yoga, c'est à peu près 3 siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et bien évidemment, c'était peut-être la seule médecine qu'ils pouvaient avoir à leur portée, même si c'est une science spirituelle, entre guillemets. En tout cas, c'est un art avant tout. Et quand on l'utilise de manière scientifique, il y a eu de nombreuses études scientifiques qui montrent l'efficacité et qui explorent les voies d'efficacité de ce travail, entre guillemets, yogique. Alors, en petit résumé, avant de commencer la démarche yoga thérapeutique, on va dire que la douleur, c'est une sensation. On oppose un petit peu les deux. Elle est donc sensorielle, émotionnelle, qui peut avoir un rôle physiologique d'alarme. Donc ça, c'est notre cerveau archaïque. Et c'est protecteur, c'est indispensable, mais qui aussi peut être pathologique lorsqu'elle est disproportionnée ou non adaptée ou quand elle passe à la chronicité. Et puis le yoga, dans les définitions, c'est un état. C'est un état de yoga, et qui conduit à un être bien. C'est plutôt accessible à l'être. Et c'est quand même accessible par une méthode qui est largement millénaire et qui est basée sur un travail qui est corporel, mental et respiratoire. Alors je détaille le respiratoire, je le mets à part, mais bien sûr le respiratoire fait partie du corporel et du mental, mais néanmoins on va dire que c'est ces 3 points qui sont fondamentaux dans la prise en charge yoga thérapeutique. Vous me direz, quoi la différence avec l'hypnose et avec la méditation? En fait, la pleine conscience a copié un petit peu, a extrait, on va dire, quelques éléments des prises en charge ancestrales du yoga, la sophrologie aussi. Mais tout ça, c'est bien plus récent. Le yoga, c'est bien plus ancien. Alors, il y a plein de publications scientifiques qui ont montré les bénéfices du yoga, en particulier dans le stress, bien sûr, mais également dans la douleur. Donc, on voit que le yoga agit sur la sécrétion des substances algogènes, c'est-à-dire diminue la sécrétion des substances algogènes. En particulier, agit sur la sécrétion, sur l'acidité du sang, et de la respiration, donc par l'intermédiaire des ions H+, la fameuse sérotonine, qui peut être une substance qui elle-même peut être algogène, mais qui peut aussi diminuer l'impact émotionnel de la douleur. Donc elle est un petit peu à double action, double tranchant. Le TGF, la substance P, bien d'autres substances, je vous ai mis les plus importantes. Les effets du yoga ont été prouvés aussi sur l'action du système nerveux autonome, c'est-à-dire parasympathique et sympathique, avec les neurotransmetteurs qui sont appropriés, c'est l'acétylcholine, la noradrénaline, bien sûr les corticoïdes. Il y a eu de nombreuses publications qui montrent aussi que ça module la sécrétion des opioïdes endogènes, en particulier les encéphalines, les bêta-endorphines. Le yoga, la pratique régulière du yoga favorise la sécrétion de dopamine, facilite aussi l'accroissement, ça c'est des études assez récentes, en particulier italiennes et allemandes, qui montrent que ça facilite l'accroissement de volume des fibroblastes, et ça diminue la synthèse des substances pro-inflammatoires, dont par exemple les cytokines ou les interleukines. Facilite l'accroissement des volumes des fibroblastes. Donc les fibroblastes sont des cellules principales du tissu conjonctif et collagène. Et donc ce tissu, et comme vous le savez, représente à peu près 80% de notre tissu de soutien de l'organisme. Et donc c'est un tissu très important. Et le yoga, comme l'acupuncture d'ailleurs, agit sur la stimulation de la synthèse, ou tout du moins de l'activité et de l'accroissement de volume de ces fibroblastes. Bon, ces études ont été faites sur la souris. On peut les extrapoler vraisemblablement à l'homme, mais ça mérite d'être confirmé. Yoga thérapie, c'est quoi? C'est donc une technique globale qui n'exclut rien du corps. Et quand on parle du corps en yoga thérapie, on parle du corps, de l'esprit et de tout ce qu'il y a au-delà de l'esprit.
Ça utilise des moyens qui sont très codifiés, qui sont mécaniques, purement mécaniques, qui sont respiratoires, mais également diététiques. Là, ça peut s'approcher un petit peu de l'Ayurveda indienne, en fait, puisque c'est issu de l'Inde, bien sûr, qu'on utilisait les méthodes diététiques. Mais comme on l'a transféré à une pratique occidentalisée, on ne parlera pas d'Ayurveda, on va parler de diététique. Et en plus, avec les avancées scientifiques actuelles et de la micronutrition, on sait très bien ce que l'on fait de manière physiologique, expliquée à l'occidental au niveau diététique et pourquoi on le fait. Et puis, bien sûr, c'est une technique qui agit aussi sur les états émotionnels avec des modifications de conscience, pourquoi pas. Donc, le but du jeu de la yoga thérapie, c'est qu'on va utiliser tous ces moyens qui sont à notre disposition par l'intermédiaire de notre corps, puisque notre corps, il doit dormir, notre corps, il se réveille, notre corps, on le nourrit, on le bouge, il respire et il a des émotions. Donc on utilise tout ça pour stimuler ou freiner certains axes et on responsabilise en même temps le patient dans sa prise en charge et essayer d'être juste là dans le corps avec toutes ces possibilités. Donc on va vraiment utiliser le corps du patient et apprendre au patient à utiliser son corps avec toutes ses possibilités. Et on utilise pour ce faire essentiellement la proprioception. Donc la proprioception, c'est un phénomène très important dans la prise en charge de nombreuses pathologies chroniques douloureuses, mais bien évidemment que la yoga thérapie, son action essentielle, je ne sais pas si certains d'entre vous font du yoga, mais même si on parle que du yoga sans qu'il soit thérapeutique, l'action principale du yoga, elle est avec la proprioception. La deuxième action, c'est la respiration. Mais on pourrait presque dire que la respiration, c'est aussi une proprioception. Donc, on va stimuler par la proprioception des tissus conjonctifs de soutien et les fascias, et ainsi accéder vraiment à la partie profonde de l'être, pas que la partie superficielle, celle qui est en interconnexion. Voilà, le petit bout de mon petit doigt, il est en interconnexion avec le petit bout de mon orteil. On active bien sûr la transmission nerveuse aussi par la proprioception normale. On va agir sur le gate control, c'est-à-dire au niveau médulaire. On module donc par cet intermédiaire, par ces deux intermédiaires-là, au-dessus, donc les tissus conjonctifs, les fascias, les fibres de transmission nerveuse. On va moduler fatalement l'information et la sécrétion de plus ou moins de neuromédiateurs. Également, on va agir sur la neuroplasticité globale des cellules nerveuses et du corps, mais également cérébrale. Et on va majorer le contrôle des centres supérieurs, mais de manière indirecte, sur le cerveau archaïque. C'est-à-dire, comme on ne peut pas accéder à notre cerveau archaïque directement par la volonté, on y accède de manière indirecte. Et en particulier, la manière indirecte d'agir sur le cerveau archaïque, c'est la respiration. Et ce matin, je ne sais plus quel intervenant parlait de l'air et qu'il faut absolument savoir respirer et souffler. Donc c'était sur la méditation, je crois. Donc là, c'est très important, effectivement. Mais la respiration, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un des moyens les plus faciles d'accès pour toucher le cerveau archaïque, c'est-à-dire involontaire. Donc on est en permanence, en fait, entre une phase, on essaye d'être en équilibre sur un fil, entre l'inhibition et l'excitation de certains neuromédiateurs, l'inhibition et l'excitation de certaines substances dans notre corps. Comment on va faire ? Bien sûr, il y a des techniques, je vous en parle depuis le début. Alors, tout le monde sait le yoga, on s'assoit, machin, on fait ça, comme tout à l'heure, on me l'a fait. Oui, il y a des postures qui peuvent être complexes, mais en yoga thérapeutique, comme souvent, on a des actions avec des patients qui ont des handicaps importants. Ça va plutôt être des postures simples, mais elles peuvent être complexes.
des respirations, comme je viens de vous l'expliquer, très important, mais surtout la synchronisation de certains mouvements et de la respiration, parce que lorsque l'on va synchroniser certains mouvements et la respiration, ça améliore l'efficacité de la respiration sur le plan de la mécanique ventilatoire pure et simple, mais également sur la vasodilatation ou la vasoconstriction de certains vaisseaux, également sur la proprioception, mais aussi sur la faculté de se concentrer sur ce que l'on fait, donc d'avoir une intention et une attention focalisée sur quelque chose. Donc on s'approche d'un processus méditatif. En fait, le but de la yoga-thérapie et d'une yoga-thérapie bien menée par le thérapeute et par le patient, c'est d'arriver dans un état méditatif à bien respirer, avec certains mouvements qui vont agir sur la proprioception. Donc vous voyez que ça potentialise tout ce qui a été décrit ce matin, mais on parle bien de la même chose. Et on va aussi associer, alors là d'une manière, je veux dire, volontaire, des épisodes de relaxation que l'on appelle plutôt des yoga nidra quand on parle de yoga, mais qui sont jamais qu'un petit peu de l'auto-hypnose ou de l'hypnose non auto. Voilà. Quand c'est le thérapeute qui le mène, et puis la méditation, donc vous en avez parlé ce matin, et autres, c'est donc d'autres, les thérapies adjuvantes qui sont fatalement la nutrition, qui est plutôt versus micronutrition, de manière à apporter les bons éléments pour pouvoir synthétiser de manière optimale les neuromédiateurs. Parce que dans toute pathologie chronique, dans toute douleur chronique, on a plus que de coutume utilisation ou un manque de certaines substances. Donc, on va essayer aussi d'apporter plus, ou donc par l'intermédiaire de la nutrition, c'est important, on peut aussi agir un petit peu et potentialiser les effets. Les techniques principales, donc, elles permettent de recruter des régions cérébrales, d'une manière générale, qui participent à la gestion de la douleur. Donc on va avoir une meilleure évaluation nociceptive de la douleur, une meilleure évaluation sensorielle, c'est-à-dire on va plus être à l'écoute, mais une écoute globale, entière, et une meilleure évaluation cognitive, donc un petit peu moins de souffrance, si on prend le vocabulaire. On va moduler le contrôle inhibiteur diffus, on va bien sécréter certains neuromédiateurs, et donc certaines endorphines également. On agit sur le get control, on chante tout de suite la douleur lorsqu'elle se présente. On stimule surtout la proprioception, on stimule les fibroblastes, je vous l'ai déjà dit, et on diminue la synthèse des substances pro-inflammatoires. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de la proprioception. On va s'attarder un petit peu sur la proprioception. Là, je suis debout, je vous parle, vous êtes assis, vous m'écoutez. On est tous en train de faire de la proprioception. En permanence, notre corps, il s'adapte, c'est-à-dire nos muscles sont en réaction, en action-réaction en permanence, même si c'est imperceptible, même si vous êtes couché, on a des mécanismes propriocepteurs dans tout notre corps, y compris dans les articulations, dans les viscères, dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires, dans le cerveau, dans les méninges. On a des mécanorécepteurs propriocepteurs, donc c'est un mode de communication de notre corps très important et qui nous permet d'être sans cesse en accord, ou pas d'ailleurs, avec notre environnement. Et on est, même lorsque l'on dort, toujours en accord avec notre position dans l'espace. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une sensation de notre position dans l'espace sans qu'on ait le contrôle d'ailleurs dessus. Donc bien sûr, c'est la position des membres par rapport au corps, ça c'est assez facile. En fait, la proprioception, elle détermine un peu la force, l'espèce de tension nécessaire à maintenir notre posture ou debout ou assise ou couchée. Elle est essentiellement incorporés dans les tissus conjonctifs, c'est là où il y a le plus de propriocepteurs, avec les nocicepteurs. Et souvent, si on stimule les propriocepteurs de manière adaptée, on va chanter le message douloureux parce que ça va être plus rapide que la fibre myélinisée qui transmet la douleur.
toucher et verticalité. Donc la proprioception, si on doit retenir quelque chose, c'est on la stimule énormément lorsque l'on est debout ou assis, lorsqu'on est dans cette verticalité. C'est certainement pour ça que la méditation aime beaucoup ce mot verticalité. L'assise, l'ancrage, c'est la verticalité, c'est la proprioception. Et la proprioception, on est beaucoup dans le toucher, c'est-à-dire le toucher superficiel ou dans le toucher profond, voire dans le toucher très profond. D'où l'importance des thérapies de massage et de toucher dans les douleurs chroniques. Les thérapies de pression aussi, le fait que parfois, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vécu, vous avez mal à un endroit de manière un peu bizarre et profonde, vous serrez l'endroit que vous avez mal et c'est déjà beaucoup moins douloureux. Et on le comprime, je dirais, plus que le serrer. Donc on agit sur les mécanorécepteurs et la proprioception. Donc posture, verticalité, proprioception, le corps est donc dans l'espace. Donc il y a notre tonus musculaire, il y a le système nerveux et il y a les mécanismes réflexes et aussi le réflexe myotatique, c'est-à-dire si j'étire un muscle, il va en contrepartie essayer d'aller dans l'autre sens. C'est ça le réflexe myotatique, c'est-à-dire il s'oppose un petit peu à la contraction volontaire. Ça, c'est le corps extérieur, la partie visible, si je puis dire, de l'iceberg de la proprioception. Mais il y a surtout le corps en dedans dans la proprioception. C'est celui qui est soumis à toutes les forces internes, à toutes les modulations hormonales même, mais aussi au tissu conjonctif, au fascia, et aux activités rythmiques, sympathiques, parasympathiques, les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires, les rythmes circadiens. Et puis, il y a le corps que j'appelle le corps en retour, c'est-à-dire lorsqu'on a bougé son corps, lorsque l'on a respiré, il y a l'arrêt, il y a la pause, il y a le silence, il y a l'écoute après. Et ça paraît quelque chose de métaphysique ou de méditatif ou spirituel. Non, les cellules, le corps, il a besoin de ça pour se régénérer, pour faire sa neuroplasticité également. Donc ça fait vraiment partie de cet impact. Lorsque l'on traite la douleur en yoga-thérapie, on va agir sur ces trois espaces, si je puis dire. Le corps extérieur, visible, assez facile d'accès. Le corps plus intérieur, plus ou moins contrôlable, et on va le faire de manière indirecte. Et le corps en retour, c'est-à-dire fondamental, l'écoute, la pause, la résonance de ce qui s'est passé dans le corps qui permet aux cellules et à tout le système endocrinien, à tout le système réflexe, à tout le système parasympathique de s'adapter à ce qui s'est passé, de mémoriser et de reprogrammer en conséquence autant que faire se peut, ou en tout cas de ne pas reprogrammer les mêmes erreurs s'il y a eu erreur. Donc, on va prendre les postures dans un premier temps. Les postures, c'est assez facile à comprendre. Il peut y avoir une action purement mécanique locale. Par exemple, vous êtes couché sur le dos, sur un plan plus ou moins confortable. Vous allez ressortir vos points de contact. On va mobiliser certaines articulations, pas forcément les douloureuses. Et donc, évidemment, il y a une action. Ça, c'est compréhensible par tous. On va agir donc sur les souplesses, sur les mobilités. On va se servir des étirements, ça c'est à peu près connu, on va dire c'est du stretching, voilà, mais des auto-étirements plutôt. Et puis on se sert du poids du corps. On essaye dans la tactilité pure et pas dans l'effort, pas dans la volonté. Donc les postures agissent localement aussi par des automassages, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un toucher profond qui ne stimule pas les mêmes zones et pas les mêmes points du corps, ni les mêmes sécrétions, des auto-étirements, et là c'est prouvé, il y a eu de nombreuses études aussi, les auto-étirements, bien sûr, diminuent les processus pro-inflammatoires. Mais bien sûr, tout ça, il faut que ce soit fait régulièrement, de manière fréquente, c'est-à-dire pas forcément longtemps, mais très fréquente et régulièrement. L'action des postures, c'est un impact émotionnel parce qu'on peut se reconditionner à l'effort, en tout cas des efforts qu'on ne pouvait plus faire. Donc petit à petit, on essaye de se reconditionner à l'effort. Et puis ça redonne confiance parce que des choses que l'on ne pouvait pas faire ou que l'on ne croyait pas pouvoir faire, on les fait, ou presque.
Et donc, il y a une prise de conscience. Et puis, les postures, ça a aussi une action générale. Le système sympathique, parasympathique. Quand on est debout, le système sympathique n'agit pas de la même manière que quand on est couché. Et c'est valable pour le parasympathique, bien sûr. Les barorécepteurs qui régulent la respiration ou le rythme cardiaque, par exemple, ou le péristatisme intestinal n'agissent pas de la même manière. On sécrète aussi des endorphines, de la dopamine, de l'acétylcholine, des encéphalines. Enfin, tout ça, ça a été démontré dans de nombreuses études aussi, où on sait très bien que l'activité physique, d'une manière générale, libère ces substances. Par exemple, on peut prendre des flexions. Alors, je pourrais prendre debout, classique ou couché, mais il y a eu aussi des choses qui ont été démontrées sur le plan physiologique avec les flexions que l'on appelle des postures de fermeture. Alors, on peut faire des flexions assises, on peut faire des flexions debout, on peut faire des flexions couchées. En fait, déjà, l'action mécanique de la flexion va faciliter l'expiration profonde. Et donc, pour bien prendre l'air, pour bien mobiliser ses muscles, c'est vrai, et pour bien inspirer, il faut avoir de l'espace, et donc il faut vider d'abord. Donc ça facilite l'expiration profonde. On sait que ces postures, d'une manière générale de flexion, vont diminuer le cortisol, ne serait-ce que parce que ça a une action parasympathique et freinatrice. Quand on se penche en avant, c'est un frein. Et voilà, c'est un frein cardiaque, c'est un frein sympathique. Ça génère une sécrétion de sérotonine immédiate, c'est-à-dire instantanément, lorsqu'on se penche en avant après avoir été dans une position verticale, on a une sécrétion de sérotonine. Et puis, à distance, ça va continuer un petit peu. Donc ça freine le système sympathique, c'est-à-dire le côté accélérateur de notre système global de régulation. Ça stimule la proprioception, bien sûr, puisqu'on se met un petit peu la moitié du corps à l'envers. Et donc le tout diminue également le stress. Ça, c'est les postures, par exemple, qui étaient en flexion, mais sur chaque posture, je pourrais vous dire, ça est plus tonique, plus freinateur, plus accélérateur. C'est une action mécanique et physiologique. Les respirations. Donc les respirations qui sont synchronisées toujours aux postures, ça augmente la cohérence cardiaque, c'est-à-dire la variabilité de la fréquence cardiaque en fonction du rythme cardiaque, le petit espace. Donc ça agit sur le système sympathique et parasympathique. Donc l'action mécanique de la posture agit sur le système sympathique et parasympathique. La respiration module aussi le système sympathique et parasympathique, à peu près pour les mêmes raisons. Ça agit sur les barorécepteurs, ça agit directement au niveau du thalamus. Et donc, ça potentialise l'effet des postures. Ça agit donc sur le cerveau limbique, en particulier le rhinencéphale. C'est très important de respirer par le nez, c'est mieux quand on n'a pas le nez bouché. Sur le pH sanguin, ça abaisse le stress d'une manière générale. Et donc, les neuromédiateurs qui vont avec le stress sont modulés. Et ça diminue, ça a été montré par différentes publications, l'hyperactivité entre le noyau accumbens et le cortex préfrontal. Après, il y a les actions locales des relaxations et des méditations, en plus que l'on peut rajouter, bien que, en théorie, lorsque les gens ont fait certaines postures avec certaines respirations de manière très calme et focalisée, on est déjà dans un état méditatif de fait. Donc, après, on est proche de l'hypnose thérapeutique, ce que l'on a vu ce matin. Encore une fois, ça agit beaucoup sur le système nerveux autonome. En particulier, ça va mettre un frein sympathique. On ralentit tout ce qui serait stress, essentiellement. Et ça module donc les sécrétions de la dopamine. Il faut se rappeler que la dopamine, c'est plutôt le starter, la joie. Donc, ça augmente la méditation, la relaxation, les sécrétions de dopamine. Ça augmente les sécrétions d'endorphines et des substances pro-anti-inflammatoires. Ça augmente la sérotonine, qui est plutôt l'hormone de la joie, un petit peu l'hormone entre guillemets antidépresseur. Ça diminue l'anxiété en fait. Chose que l'on ne dit pas assez, je pense, c'est que ça augmente aussi la sécrétion d'ocytocine. Il
faut savoir que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'affection, de l'empathie, de la compassion. Et ce neuromédiateur est sécrété en particulier par le cœur. C'est quand même assez beau, et c'est intéressant de le savoir. Et ça ralentit les horloges épigénétiques. Donc l'épigénétique va agir sur la neuroplasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on peut influencer la modulation, l'expression de certains de nos gènes par la méditation. Donc ça, c'est publié récemment, c'est encore un petit peu à l'étude au niveau de Lyon et par les équipes d'Antoine Luce, mais néanmoins, on sait très bien, vous avez peut-être entendu parler des télomérases et des petits capuchons sur les gènes. Donc voilà, c'est ça l'épigénétique. Ça rallonge les petits capuchons sur les gènes. Donc ça favorise l'expression, la réparation, on va dire, de nos cellules. Les actions hautes de la yoga-thérapie, c'est donc la diététique, comme je vous l'ai expliqué. Okay. J'ai fini, ça tombe bien. Et donc, l'alimentation équilibrée, c'est pour faciliter la synthèse de tous ces petits neuromédiateurs en particulier. Et puis, surtout, avoir un sommeil récupérateur, parce que pendant la phase de sommeil, bien évidemment, on engramme le cerveau, le corps, il répare, il élabore les processus pro-inflammatoires. Nombreuses douleurs chroniques sont dues à des mauvais sommeils. C'est un vrai cercle vicieux d'ailleurs, parce que quand on est douloureux, on a des mauvais sommeils. Mais du coup, il y a des contractures musculaires, même inconscientes, même si on ne s'en rend pas compte, un petit peu dans tout le corps. Et ça ne facilite pas la récupération et la régénération. Donc, en pratique, comment ça se passe ? Voilà, c'est au sein d'une consultation médicale classique douleur, dans un couloir de consultation. Je prends à peu près les patients entre 3, 5, voire 10 séances maximum. C'est un contrat d'emblée, c'est des consultations privées dans un premier temps, complètement adaptées à la pathologie du patient, et avec une consultation, voilà, une prise en charge de la maladie globale. Je vais vous donner l'exemple assez récent d'un jeune enfant que j'ai vu, qui s'appelle Oscar. Enfin, pour la bonne raison, aujourd'hui, il s'appelle Oscar. Il a 9 ans et je le vois arriver amené par sa maman. C'était pour des douleurs à l'origine, la prise de consultation. Et il tourne ses doigts dans tous les sens. Il a une extrême facilité à tourner ses doigts dans tous les sens. Il s'assoit directement en tailleur, il ne veut pas rester debout. Et il m'explique que si cela continue, il va encore se luxer et avoir mal à la tête. Il est catalogué enfant hyperactif, il a son traitement médicamenteux pour les troubles hyperactifs qui n'est pas du tout efficace et même c'est pire que tout. Et par ailleurs, il est diagnostiqué depuis peu comme syndrome d'Ehlers-Danlos. Et il se plaint essentiellement, enfin c'est surtout la maman qui dit qu'il dort de moins en moins bien et qu'il est réveillé toujours en sursaut. Il parle beaucoup, il tient difficilement debout, il tousse énormément, il semble très essoufflé lorsque je vois lors de la première consultation. Et je me pose vraiment la question, parce que c'était en novembre, est-ce que c'est dû au fait qu'il est énervé, hyperactif, qu'il bouge dans tous les coins et qu'il a failli tout mettre son dessus-dessous dans le cabinet de consultation et dans le couloir des consultations, ou est-ce qu'il a une bronchite ? J'étais débutante, entre guillemets, dans le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et puis je l'examine, je vois que toutes les articulations sont hypermobiles, que je déclenche des douleurs un petit peu à la palpation partout, et en particulier au niveau des côtes. Et lui, sa plainte principale, c'est le manque de sommeil et les bruits dans la tête. Et donc, effectivement, j'explique fatalement toutes ces plaintes par sa pathologie, les douleurs articulaires, les luxations récidivantes, les infections respiratoires, c'est connu. Les céphalées, l'agitation, c'est connu aussi, mais c'est engendré aussi par les troubles du sommeil. En tout cas, c'est aggravé par les troubles du sommeil. C'est comme ça que je raisonne, en tout cas. Que l'atteinte, pour lui, dans son corps, des tissus de soutien, ça doit être difficilement objectivable. Mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'il s'assoit par terre, qu'il tient difficilement en place, qu'il est plutôt debout, assis, et qu'il ne sait pas vraiment où est la limite de son corps et comment positionner son corps. Ensuite, j'explique l'atout et les difficultés respiratoires par les fameux mécanorécepteurs proprioceptifs qui sont inadaptés, qui envoient les mauvais messages, un peu comme les messages douloureux, et en particulier les propriocepteurs pulmonaires.
et le tout étant majoré par le manque de tonicité d'une manière générale de ses muscles, de son tissu conjonctif, de sa paroi abdominale et possiblement donc de son muscle diaphragmatique vraisemblablement, qui est aussi responsable en plus d'un reflux gastro-œsophagien qu'il a. Du coup, je ne vais pas du tout agir directement sur son corps. Le point de la cible yoga thérapeutique va être ainsi. Je sais en plus que tous les signes peuvent être aggravés par des postures, par des mouvements. Chez cet enfant qui est en plus hyperactif, qui va bouger dans tous les sens, difficilement donc contrôlable au niveau des mouvements. Et je me rends compte qu'il est toujours en train de tousser et que sa toux est vraiment gênante et que ça gêne sa respiration. Que certainement ceci est responsable en grande partie de son insomnie, de ses maux de tête. Donc je vais utiliser les outils du yoga, en particulier du yoga thérapeutique pour ce cas précis, ben oui. Et pour moi, l'objectif précis ne sera pas la douleur, mais ce sera l'agitation. Mais ne sera pas la douleur, ni l'agitation, ni essayer de diminuer la douleur, ni essayer de diminuer l'agitation, mais ça va être de prendre en compte sa respiration. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait ce matin avec la méditation, avec de nombreuses thérapeutiques. Je vais essentiellement passer par la respiration. Comme c'est un enfant, bien évidemment, je lui ai expliqué avec des petits dessins comment on allait agir, comment on allait réveiller ses muscles, en particulier les muscles respiratoires, en particulier les muscles donc abdominaux, les muscles diaphragmatiques, mais aussi les muscles phonatoires. Je vais expliquer par des petits dessins et on va renforcer la proprioception de tous ces muscles. En tout cas, on va agir dessus. Ça sera mécanique, extérieur et intérieur. Et on va le faire par l'intermédiaire de la respiration. Donc avec les inspirations, avec des expirations, bien vider l'air, mais aussi des pauses, retenir, autant à poumon plein qu'à poumon vide, ce qu'on fait rarement théoriquement chez les enfants en yoga, mais en yoga thérapie, je le fais avec beaucoup de succès. On se concentre sur le souffle, on se concentre sur le son du souffle qui passe par le nez, donc on écoute le bruit, on porte de l'attention, et puis on va y mettre des postures, bien évidemment, pour amuser l'enfant, et là, c'est le grand atout du yoga, c'est qu'on peut mettre plein de postures, donc on peut faire le chien, le chat tête en bas, le chameau, enfin voilà, toute variation possible, mais avec la respiration. Et on fait qu'à 3 séances, au bout de 3 séances, Oscar dort beaucoup mieux, il a moins de maux de tête, il pratique seul les exercices respiratoires et en plus, c'est les exercices respiratoires qu'il préfère. Et sa maman me dit, la nuit, quand il n'arrive pas à dormir, il fait ses exercices respiratoires. Dans la journée, d'un seul coup, je ne le vois pas très bien, il s'arrête, il fait ses exercices respiratoires. Et quand je lui demande pourquoi il préfère les exercices respiratoires, parce qu'il me dit qu'il peut écouter le silence dans sa tête. Donc c'était un petit résumé un peu, certainement. La yoga thérapeutique, ça prend en charge méditation, comme vous pouvez le ressentir à travers cet exposé. Les clés principales, eh bien, c'est ça. C'est d'un côté, on a la douleur, qui est une sensation désagréable, avec une perte de confiance, avec souvent des immobilités, avec souvent des raideurs induites par les immobilités, avec un rejet de la partie douloureuse de son corps. Et donc, on est dans un véritable cercle vicieux. Et le yoga, en particulier thérapeutique de la douleur, c'est la brèche de la sensation agréable que l'on va aller chercher pour, après, aller plus loin dans le travail proprioceptif, avec une respiration qui est toujours synchronisée à certains mouvements, avec donc des mobilisations particulières pour stimuler la proprioception, avec l'apprentissage d'une écoute globale de son corps, que l'on doit accueillir avec bienveillance, et pour essayer de restaurer le cercle vertueux. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, on a des orateurs passionnés et passionnants, et on est encore très en retard, donc on s'autorise, allez, 2 questions. Merci, c'était extrêmement intéressant, surtout pour moi, le contrôle de la douleur, pas les étirements, la gesture, etc., la gestuelle. Est-ce que c'est compatible avec de l'ostéopathie si vous avez un patient qui vient vous voir pour des douleurs ostéo-articulaires pour des séances et qui vous dit en parallèle, je vais voir un ostéopathe, est-ce que les 2 approches sont complémentaires ou antagonistes ? Les deux approches sont complémentaires.
se potentialisent. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je dirais qu'on agit sur les mêmes choses, hein. Les travails ostéopathiques, on sait que ça agit énormément sur les fascias. Le travail yoga thérapeutique agit bien sûr sur la proprioception et les fascias, mais pas que, donc c'est complémentaire. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut éviter de faire la séance de yoga thérapeutique après ou de yoga, hein, si le patient peut aller à un cours de yoga collectif adapté, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quel yoga non plus. Il ne faut pas le faire juste après la séance d'ostéopathie ou dans les 12 heures après la séance d'ostéopathie. Moi, je travaille avec un ostéopathe dans mon équipe douleur. Il y a psychologue, ostéopathe, yoga thérapeute, algologue. Voilà, moi j'ai 2 étiquettes, algologue et yoga thérapeute. Mais donc je mélange bien les deux. Puis il y a l'ostéopathe et on travaille vraiment. En plus, ça facilite le diagnostic et l'approche. C'est-à-dire que mon ressenti n'est pas le même. Moi, je n'ai pas de palpé, je ne touche pas. J'apprends aux patients de s'auto-masser, de s'auto-palper, de s'auto-connaître. Et moi, je vois par la manière dont le patient réagit, par sa respiration, par sa mimique, par la possibilité de le faire, j'essaye de ressentir là où ça pêche. Et bien évidemment, souvent, s'il a mal dans le bas du dos, je ne vais pas commencer par le bas du dos, mais ça va agir par le bas du dos. Je vais par exemple passer par l'articulation cervicale ou par l'étirement des ischio-jambiers, ou d'une manière générale. Voilà. Ou s'il a mal au cou, je vais passer par le bassin ou par les pieds. Et en fait, c'est exactement c'est vraiment la même approche, la même sensibilité. Le yoga thérapeutique, c'est la sécurité d'être du yoga thérapeutique par rapport à du yoga, c'est-à-dire qu'on va adapter au patient vraiment séance par séance, et puis après, le but c'est de l'autonomiser complètement. Il doit faire ça tous les jours, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, 5 ou 10 minutes. Là, il va y avoir une réelle efficacité, il va le sentir, il va diminuer ses traitements. Ça, c'est à tous les coups, ça marche. À tous les coups, ça marche. Et donc après, on pourra le diriger vers un cours de yoga collectif s'il adhère, bien sûr, et adapté, et il saura comment manipuler son corps. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une maladie chronique ou avec une douleur chronique. Ça pourrait être délétère. Ce n'est pas n'importe quelle activité physique, ce n'est pas n'importe quel sport. C'est cette conscience globale qui est intéressante. Et oui, c'est proche de l'ostéopathie. En fait, le patient devient son propre ostéopathe, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est facilitateur, c'est complémentaire. Est-ce que vous travaillez avec le masseur-kinésithérapeute aussi ? Ah ben, je travaille avec tout le monde. Je travaille aussi avec le masseur kinésithérapeute, oui. J'ai même eu des masseurs kinésithérapeutes qui venaient à ma consultation parce qu'ils n'arrivaient pas à se débarrasser d'un mal de dos. Je travaille aussi avec des professeurs de yoga. En dehors de la consultation donc à l'hôpital Simone Veil à Aubonne, est-ce qu'il y a un réseau identifié de yoga thérapeutes ? Oui, alors ça commence. Donc il y a un annuaire qui est bien fait, avec des yoga thérapeutes authentifiés, certifiés, on va dire d'une école de yoga. Il y a plusieurs écoles de yoga thérapie en France, mais il y en a une qui est assez occidentalisée, assez sérieuse sur le plan scientifique. Je ne dis pas que l'autre n'est pas sérieuse, mais elle est plus indianiste. L'une est plus occidentalisée, plus proche de notre milieu de santé. Donc c'est l'annuaire des yoga thérapeutes. Vous tapez annuaire des yoga thérapeutes de l'Institut de yoga thérapie, donc IDYT, et vous allez département par département. Il y en a quasiment sur toute la France. Ils ne sont pas tous médecins, mais il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des infirmières, il y a des ostéopathes, et des psychiatres, et il y a beaucoup de professeurs de yoga, mais qui vont faire la même yoga thérapie, c'est-à-dire la même méthode, la même démarche, la même éthique, la même déontologie, parce que c'est hyper important.